Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch et on continue encore avec un show de la PWG. Donc sans trop tarder, je vous le montre tout de suite pour éviter de trop perdre du temps. Donc Mystery Vortex 3, Rock and Shock the Nation, qui a eu lieu le 26 juin, un vendredi, directement en 2015, et c'est toujours dans la résidence Reseda, Californie. Donc voilà. Donc je commence directement avec ça, et que je pense que c'est une bonne chose de mieux le citer directement d'avance pour éviter trop de perdre de temps, comme je vous avais dit. Donc à l'affiche, on voit les frères Jackson, Matt Jackson et Nick Jackson, Roderick Strong et Speedball Mike Bailey. Oui, donc Mike Bailey. Après, on a Hiro Zack Sabre, Trevor Lee et Strong qu'on voit là. Et là, en photo, là, on voit Timothy Thatcher qui veut briser les doigts et le bras de Beef. Attendez, Beef Buzik, qui est Oni Lorcan. Là c'est Tommaso Ciampa qui fait une clothesline à Gargano, les futurs DIY. Joey Ryan qui fait un swinging neck breaker de la 3e corde sur Josh Alexander. Zack Sabre Jr. fait une Kimura sur Hiro. Là, on voit Candice LeRae. Trevor Lee qui fait un genre de Superman Punch sur Matt Jackson. John Silver. Et là, le fameux souplex de Strong qui transforme en backbreaker Brian Cage, Oni Lorcan et Timothy Thatcher. Et pareil, là, on voit des séries de photos avec Nick Jackson qui veut faire son 450 Tombstone Pile Driver avec l'aide de son frère. Donc voilà, ça décrit tellement bien les enchaînements de prises, même si je le dis absolument jamais, mais vraiment jamais. Et qu'on commence directement avec Tommaso Ciampa contre Johnny Gargano. Et oui, les futurs DIY, comme j'ai dit. Et que maintenant, ils sont en train de se ressourcer à nouveau en équipe. Donc DIY est de retour. Et espérons que ça fonctionnera du tonnerre, comme ils ont fait à la NXT. Et que ça va peut-être le faire dans le roster principal. Et que, vu comment on entend directement que Triple H serait maintenant à la tête du processus créatif, comme Shawn Michaels dans l'aide processus créatif de NXT, et que, du fait que tout va bien dans les moindres des cas, le reste, on n'y pense pas trop, alors que j'apprends que Dynamite commence à, on va dire, à diminuer en flèche par rapport aux audiences, par rapport à NXT, vu comment la guerre des mercredis soirs a repris surface. La dernière fois qu'il y a eu ça, c'était Dynamite du côté de AEW qui a remporté la bataille. Et maintenant, ils veulent remettre le couvercle, mais cette fois-ci, NXT, WWE est déterminé à prouver à la fédération rivaux, parce que même si on dit que la AEW et la WWE, c'est pas des fédérations conquérantes, pourtant si, ça l'est. Donc le but, c'est de produire d'un bon spectacle, et que j'ai appris au récent coup de gueule de la part de Tony Khan, en disant, en taclant Undertaker et John Cena, comme quoi dans les programmes des 4 de temps, enfin les 3 quarts de temps, ils sont en train de catcher ou pas, on dirait qu'il ne supporte pas la défaite, notre cher Khan. Alors que lui, en tant qu'homme d'affaires, il doit savoir que business du catch est de façon professionnalisme. Mais là, non. Il veut faire comme Eric Bischoff à l'époque de la WCW. C'est la fâcheuse tendance à trop ressembler à la WCW et aussi tout faire comme à la WCW ils avaient fait. Donc ça, c'est un peu
pathétique selon moi parce qu'il faut avoir beaucoup d'inspiration. Au lieu de penser sur une fédération qui a existé, qui a tenté de faire couler la WWE dans les moindres des choses, de comment on peut fonctionner. Mais là pour l'instant, je pense que c'est un peu risqué et que je ne vois pas non plus la WWE se faire anéantir. À part si ben, ils considèrent la plupart des catcheurs de la AEW comme sérieux. Là, ça pourrait être exactement le cas, mais là c'est sûr, ils sont un tout petit peu ridicules par rapport à la WWE. Mais attention, la WWE, c'est pas non plus mieux. Hein. Donc je dis ça, je dis rien. Voilà, toutes les explications de ça. Et que je suis en train de passer totalement à côté de ce match entre Gargano et Ciampa. Ben, vu comment il y a eu des multiples échanges entre les deux hommes, et que c'est pas pour rien que Johnny Gargano se fait appeler Johnny Wrestling ou alors The Heart Rebel, donc cœur rebelle, et que Tommaso Ciampa, ben, lui, c'est plus cœur noir, parce qu'il a un cœur tellement sombre. Donc les batailles de cœur qui bat à l'unisson, peu importe la personnalité des cœurs. L'important, c'est que l'un des meilleurs pourrait remporter le match et gagner infiniment. Et bien, vu comment on a été servi par du bon catch. Bon, après, il y a eu tas de trucs, un tas de prises à gogo, comme les crossface de Johnny Gargano, les super kicks en tenant du coin, les spires quand il se lance des cordes. Et d'autres prises dont il se relève, comme les fameuses Wing Angel de Christopher Daniels, mais sauf que là c'est à la sauce de Ciampa. Ouais, on va dire triple X Factor peut-être. Et les coups de genoux qui s'en est ramassé dans la tête, comme sur le coup. Et bien pourtant, Johnny Wrestling s'en relève, il s'en relève, il s'en relève. Et que ça ne lui a pas du tout, on va dire, trop servi à perdre. Parce que non seulement je connais le résultat et que je serai dans aucun cas spoilé, mais tout ce que je me rappelle, un coup que Gargano a voulu tenter la prise de trop de crossface sur Ciampa, Ciampa retourne la situation, il allume avec un ultime coup de genou et il fait son fameux powerbomb où il maintient ses deux genoux et du coup ça fait un genre de power backstabber, breaker, enfin, powerbomb backstabber, quelque chose comme ça. Ouais, peut-être que je pourrais dire ça. Powerbomb backstabber. Et que après, il veut faire un genre de go to sleep modifié, mais ça arrive directement dans le genou. Et il enchaîne une nouvelle fois avec le powerbomb backstabber. Et qui remporte la victoire. Donc c'est victoire de Tommaso Ciampa. Et c'est 3,80. Voilà. Et ensuite, on continue avec un match par équipe. Oui. The Monster Mafia, équipe composée de Ethan Page et de Josh Alexander, contre The World Greatest Tag Team. Donc, équipe composée de Joey Ryan et de Candice LeRae, la femme de Gargano. Donc, oui, c'est un genre de match par équipe mixte, même s'il n'y a pas, on va dire, de femmes dans une équipe adverse. Mais il faut dire, Candice LeRae, elle a l'habitude de jouer avec des garçons, vu comment elle a vraiment du cœur et du cran pour combattre face à des mecs. Comme avec les filles, elle en a du courage. Mais là, face à des mecs, ben, ça prouve que tu as une certaine habitude de collaborer avec certaines personnes. Et que ça a été exactement le cas. Bon, après, il y a eu des multiples prises en équipe, multiples d'échauffourées, jusqu'à ce qu'il y a même Page, donc Ethan Page, qui bouscule LeRae comme si c'était un simple carton qu'on jetait dans un coin à ranger. Et que je me rappelle, il baissait même son froc pour qu'on voit son cul. Et que je sais pas ce qu'il a voulu faire avec Candice LeRae, mais là, il a eu tort de trop se la péter, Ethan Page. Et que c'est là où elle fait
un back body drop, et que celui-ci, ben, il retombe sur la tête et le dos, et que il se retrouve au sol, les fesses à l'air, jusqu'à ce qu'il remonte bien sûr son froc. Et que après ça, elle a voulu tenter le Ray, un Poison Rana, donc un Reverse Hull Lakarana sur Josh Alexander, qu'elle va effectuer et elle va faire le tomber pour la victoire. Donc tout simplement, c'est victoire de Le Ray et bien sûr de Ryan, The World Cutest Tag Team. On dirait le nom un peu parodique de World Greatest Tag Team ou de Team Angle de Shelton Benjamin et de Charlie Haas. On dirait une version parodique. Mais bon, faut dire à la Pro Wrestling Guerrilla, la PWG, c'est en roue libre, on fait ce qu'on veut pour un public de niche et le public est en feu et ils savent vibrer à chaque match. Donc il faut dire, je le dis jamais assez, mais à la star des gens comme à la Ring of Honor, PWG, un petit peu du côté d'Impact Wrestling et un tout petit peu du côté du public WWE, ben, ce sont vraiment la plupart les meilleurs. Vraiment les meilleurs. Eh ben, après le match, il a voulu se réconcilier avec Ethan Page, Josh Alexander parce qu'il a perdu. Et qu'on pensait que ça allait en rester là, mais en vérité, ben, Ethan Page décide de lui faire un urinage, donc à façon rock bottom, et qu'il abandonne son adversaire en le faisant cette prise-là, et en envoyant les gens se faire chier. C'est ce qu'il voulait faire. Donc ce match-là, vu comment c'est victoire de The World Cutest Tag Team, c'est à 3,40. Je lui mets ça. Et ensuite, on passe à un autre match, donc là, ici. Donc on est passé au troisième rang du match, et que c'est toujours des matchs normaux. Donc The Beef Busick, qui est en vérité Oney Lorcan contre Timothy Thatcher. Donc là, on a affaire à deux bourrins très techniques, mais qui catchent de manière très brutale. Donc on dirait un peu, quand je vois les coups de chope et de manchette ou possiblement des coups de boule et des coups de poing, j'ai l'impression que c'est du shoot. Tellement que des fois les deux hommes arrivent même à shooter en plein match. Et qu'il y en a, ça paraît vraiment. Hein. Mais quand tu regardes ça, c'est vrai qu'on a affaire à deux gros malades. Hein. Surtout Oney Lorcan et Timothy Thatcher. Il sait comment maîtriser un match de manière intensément, mais pas très brutale. Mais quand c'est Oney Lorcan, putain. Putain, j'ai presque envie de lui dire qu'il se calme un tout petit peu, surtout dans ses exécutions. Parce que oui, tu veux bien aller vite. Oui, tu veux bien donner l'impression que tu envoies du lourd. Mais quand tu envoies du lourd pour de vrai et de manière très brutale, de manière réaliste, quoi, ben, ça doit pas être facile de catcher face à lui. Hein. Mais bon, de toute façon, entre les deux dingues, ils ont l'habitude de se croiser les coudes et surtout de serrer les dents quand il s'agit de faire un combat d'hommes. Et ils nous l'ont prouvé. Comme par exemple, on voit là Timothy Thatcher qui veut tordre les doigts et le bras de Oney Lorcan ou de Busick. Enfin, Beef Busick. Ouh là là, il n'est pas très pratique à en dire sur ce nom. Beef Busick. Moi je dis The Beef Busick pour la simple et bonne raison parce que ce nom est un peu unique, même s'il y en a qui peut s'appeler Beef ou Busick et quelque chose. Voilà, c'était rare, quoi. J'étais persuadé que Timothy Thatcher allait remporter le match. J'étais vraiment persuadé, vu comment ce mec-là, quand on veut faire une soumission, il abandonne pas. Mais quand il fait une clé de bras, une clé de tête ou une clé de jambe, et de n'importe quelle façon, c'est sûr, il met beaucoup d'intensité, beaucoup de pression, et c'est lui qui remporte le match d'habitude. Mais là, il est tombé sur quelqu'un encore plus brutal que lui exactement, à la personne de The Beef Busick, qui fait un Captain Sook, un crochet du capitaine, où il fait une torsion de la tête en le soumettant. Et d'ailleurs, Timothy Thatcher abandonne suite à ça, et que je me suis dit, non, il vaut quand même mieux que ça, il ne peut pas abandonner sur un simple
petit prise aussi bête qui peut certes être intensément, mais qu'on a moyen de détourner. Eh ben non, il abandonne par soumission. Donc, victoire de The Beef Music. Ce match-là, 3,60. Et je poursuis avec un match pour le titre du monde de la PWG entre Roderick Strong, Mr. Backbreaker contre The Speedball Mike Bailey. Et oui, l'ancien, on va dire, compétiteur et champion du taekwondo, ou peut-être même de judo ou de karaté, vu comment il a vraiment un style karatéka, Mike Bailey, et ça je vous l'avais déjà expliqué dans Smash Wrestling, où ils ont catché à Toronto, et que j'ai l'impression que c'est l'incarnation de Karate Kid, donc le personnage de Daniel, ou Daniel San, on peut appeler comme on veut, et ben j'ai l'impression que c'est un peu la réincarnation de Daniel LaRusso, dans le film bien sûr, vu comment il a vraiment ce style karatéka, et qu'il fait ça avec classe, tout en restant zen, alors que Strong, ben, lui, il shootait sur le public, comme il shootait sur Bailey, mais sauf que Bailey, il en a cure, il en a vraiment cure des arguments de Strong qui sont certes banals, parce qu'il faut dire, les promos de Strong, ça m'a pas toujours étonné, vu comment c'est plutôt des styles banals, et que on préfère plutôt le voir catcher plutôt que faire une promo où il attire moins l'intérêt. Il faut le faire avec le moyen ce qu'on a, le peu de moyens même. Et que du coup, ben, le match commence, et ça commence avec Mike Bailey, qui commence avec un coup de pied retourné, ou un Wamashigiri sur Strong, et qu'il a failli faire la différence, mais il faut pas déconner, en un coup de pied, faut pas avoir la victoire, faut pas crier victoire trop vite. Donc ça repoursuit, que ce soit à l'extérieur, avec un front kick de coup de pied de karaté, des middle kicks, des high kicks. Et quand c'est Strong, eh ben, c'est plutôt powerbomb sur le dos, des backbreakers, des Irish curse backbreakers, des prises aussi sadiques, tellement sadiques que ça en est tellement simple à essayer d'en pratiquer, du fait qu'il y en a qui savent comment réagir à ces genres de prises. Donc tout compte là-dessus. Et pourtant, malgré que Bailey, et quand je dis Bailey, je dis pas Bailey de Damage Control, parce que des fois, Bailey, on peut l'appeler Bailey. Donc oui, pour mieux avoir plus facile, alors que c'est Mike Bailey. C'est vrai qu'on dirait un peu le même similaire à Bailey féminin, quoi. Mais sauf que lui, c'est que Mike Bailey, tout simplement. Donc que Mike Bailey, un point, c'est tout. Et je n'en dirai pas plus, à part qu'il a voulu créer la surprise, si ce n'est qu'il s'est fait surprendre par un single leg Boston Crab, et un coup qu'il a voulu encore retenter avec ses front kicks, et ben il se fait avoir par un suplex backbreaker, suplex backbreaker, et après il retente une deuxième fois, et là c'est la bonne, c'était pour la victoire. Donc victoire de Strong, ce match-là, 3,70, je lui mets ça. Et après je repoursuis avec le match entre Brian Cage contre John Silver. Ouais. Le futur catcheur de l'AEW qui est Brian Cage, et qu'il a été aussi ancien champion d'Impact Wrestling, alors que John Silver, ben lui c'est un représentant du Dark Order, et que je me demande qu'est-ce qu'ils foutent tous ici, alors que le Dark Order perd clairement de l'identité, ils perdent aussi clairement un leader. Bref, ils ont plus grand chose à se mettre sous la dent. Et si j'aurais été Khan, je les aurais un minimum licenciés et de le laisser faire sur le circuit indépendant. Ou alors tout simplement laisser leur contrat expirer et qu'ils ne insistent pas pour les faire signer, parce que je ne comprends pas aux catcheurs comme ça qui ne progressent plus rien, alors qu'au départ c'était prometteur, mais que maintenant on en a quelque chose à faire. Pas grand chose à faire en fait, vu comment ils nous intéressent vraiment peu, et que même si
John Silver a des biscottos. Oui, il n'est pas très grand, mais il veut faire le petit musclore, alors que c'est un peu ridicule quand je le vois. Un petit chauve avec une longue barbe et qui a des gros biceps et qui fait ça c'est vraiment limite du ridicule. Et pourtant, le catch, oui, on peut un peu s'inidérer en disant que c'est un tout petit peu du sport de gonflette, alors que ce n'est pas que de la gonflette qui compte. S'il y a quelques sportifs qui préfèrent faire de la gonflette, c'est pour avoir des muscles saillants et pour avoir un corps athlétique, alors qu'il y en a qui n'ont pas la chance du monde. Et qu'on ne peut pas reprocher ceux qui font de la gonflette. Mais le catch, ce n'est pas non plus que de la gonflette et ce n'est pas non plus un sport qui ne pratique que du fake. Donc ça, c'est totalement absurde quand j'y repense. C'est parce que la plupart des catcheurs veulent rendre tout ça de manière pas très réaliste que ça en devient ridicule et fake. Surtout quand c'est une fédération comme la PWG, parce que c'est là où ça flaire le côté fun. Il y a le côté fun du catch, mais il y a un côté pas très réaliste. Ça, je le dis jamais, mais pourtant je suis obligé de le dire de manière très cordiale. Bon, après, j'ai pas grand chose à dire sur ce match, si ce n'est que c'est victoire de Brian Cage et qui bat John Silver avec un simple clothesline, si je crois bien. Et que ces clothesline, c'est quasiment une lariat de la part de Brian Cage. Et que ce match-là, 3,40, je le mets ça. Et après, plus que 2 matchs et c'est terminé. Donc là maintenant, Zack Sabre Jr. contre Chris Hero. Et que le match, très technique, brutal, et on a été servi, surtout pour les fans de technique, en tout cas moi qui est ultra surpris, et que Sabre, certes, il n'a pas un physique ultra hors norme, il n'a pas une grandeur exceptionnelle. Tout ce qu'il a, c'est le côté technique, que ce soit soumission ou prise pour faire soumettre, qui est une soumission, mais de manière très, très brutale et un peu au-delà de l'abandon, sans même abandonner, tel point que ce mec, il peut vous faire tomber dans les pommes et vous tordre comme un véritable bretzel. Parce que c'est vrai que Zack Sabre Jr., on dirait pas comme ça, on se dit plutôt, ah, ce gringalet, il catch bien et pourtant il fait des trucs que les gringalets comme lui qui n'ont pas de muscles, qui n'ont pas de grandeur exceptionnelle, ne sont pas censés faire. Et pourtant, c'est pas ce qui compte. Faut pas trop juger sur les apparences. Zack Sabre Jr. sait comment maîtriser certaines personnes. Il sait comment vous maîtriser. Et du coup, il a fait exception à Hiro. Même si Hiro a voulu faire part de ses côtés techniques, donc il a fait vraiment de part d'un truc, mais que Sabre connaît la combinaison et qui se laisse même pas déstabiliser. Et que dans la foulée, si je crois bien, au moment où il écrase les doigts, je pense que il tord le doigt de Chris Hero. Donc il a fallu qu'il piétine la main et du coup, il se tord le doigt. Et du coup, Hiro, il saigne notamment des doigts en un doigt tordu. Mais il continue le match, vu comment c'est pas un doigt tordu qui va l'empêcher de poursuivre le match. Donc c'est un battant et qu'il ne se laisse pas du tout avouer vaincu. Et pourtant, à la seconde près générale, c'est Zack Sabre Jr. qui arrive à en venir à bout de Chris Hero, qui, si je crois bien, il fait un genre de Black Widow et qui l'entoure les 2 bras et qui met son pied au niveau de la nuque, justement de la nuque de Chris Hero, et qu'il n'a pas le choix d'y abandonner vu comment ses membres sont maîtrisés par les bras et les jambes de Zack Sabre Jr. Donc, vous voyez, on a affaire à un véritable prodige digne des grands catcheurs, quoi. Donc, victoire de Sabre Jr. 3,90 ou 3,90 si vous préférez. Et je termine avec le main event. The Young Bucks contre The Everett et Lee. Donc, Andrew Everett et Trevor Lee.
pour les titres par équipe. Et c'était Everett et Lee qui étaient champions par équipe. Et les Young Bucks étaient les challengers. Donc, il y a eu des petits mini-interventions, si je crois bien, de la part de Roderick Strong. Ou alors, s'il n'y a pas eu d'intervention, ben, je pense que c'est les Bucks qui ont géré le match comme à leur habitude, en faisant amuser la galerie. D'ailleurs, j'ai vraiment pas trop grand-chose à en citer, si ce n'est que on sait que c'est des matchs de Young Bucks. On sait que les Bucks, ils font ce qu'ils font de mieux pour le public de niche, et pas pour les vrais fans de catch qui adorent le côté bon catch, à la place du côté indie nichois, quoi. Nichois. Parce que oui, ça c'est plutôt du style indie, et qu'on a eu des multiples prises, comme par exemple tout à l'heure j'ai cité le 450 de Nick Jackson qui veut faire un pile driver aux côtés de son frère qui a justement son adversaire en position du tombstone. Donc ça fait un ultime tombstone pile driver destructeur en voyant de cet angle-là. Et pourtant, c'est pas avec cette prise qu'ils remportent le match, vu comment ils remportent habituellement avec leur prise fétiche. Soit avec un double V-trigger, donc les doubles coups de genou qui arrivent dans la tête. Et il y en a un dans la tête, au niveau de la tronche, et un au niveau du cou. Donc il fait une Finlay, il nous fait une Fireman's Carry en roulade, 450 splash et moonsault pour la victoire. Et du coup, c'est victoire justement des Young Bucks qui remportent les titres par équipe. Et après, on retrouve Roderick Strong qui célèbre avec les Bucks. Et que si je crois bien, ils allument tout le monde. Ils allument Trevor Lee et Andrew Everett. Mais après, il y a aussi Joey Ryan, Candice LeRae qui arrivent, mais sauf qu'ils se font tous les deux aussi allumés par les Bucks et Strong. Que Strong, il avait le petit short de PWG, The Champ is Here. Donc, c'est du plagiat à John Cena. Vu comment ce genre de t-shirt, c'est John Cena qu'il a un peu renommé. Et pourtant, Strong, il l'utilise pour faire à sa sauce. Donc, ils allument Candice LeRae, ils allument Joey Ryan. Et c'est là où les lumières s'éteignent, alors que Strong voulait faire son... je crois qu'il a voulu faire son souplex arrière au niveau des deux chaises, avec une chaise qui est placée au milieu. Je crois que c'est sur Trevor Lee, je pense. Et que c'est là où les lumières s'éteignent. Et c'est là où Super Dragon est de retour. Donc il fait son retour surprise. Et que, au lieu de sauver la veuve et l'orphelin, il décide de allumer Trevor Lee en le faisant... Attendez, c'est pas Trevor Lee, c'est... Ah non, il y avait un arbitre qui avait intervenu, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Mais je sais que c'est un arbitre de la EW actuellement. C'est pas Aubrey Edwards, c'est un autre, un chauve, mais qui veut faire catcher comme les véritables catcheurs. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est lui qui veut sauver la veuve et l'orphelin, et pourtant c'est lui qui se fait allumer par Strong. Et finalement c'est Super Dragon qui allume l'arbitre en faisant son TKO renversé à travers trois chaises, excusez-moi, 3 chaises. Et après ils allument tout le monde, ils allument vraiment tout le monde. Et que voilà, le passage à tabac poursuit. Et que c'est là où on a compris que les 4 membres, donc les Young Bucks, Strong et Super Dragon, forment à eux 4 The Mount Chamfort. Je crois que c'est The Mount Chamfort 2.0 à eux 4, alors qu'au début c'était Kevin Owens, enfin Kevin Steen et Adam Cole, mais ils ont été remplacés par Roderick Strong et par Super Dragon. D'ailleurs, je crois que le nom de l'équipe, je pense que je l'ai dit correctement. Si c'est pas dit correctement, peut-être à l'avenir, je vais essayer de m'en souvenir. Donc, The Mount Chamfort.
Donc en gros, c'est un peu comme avec les murs des anciens présidents de la République, où il y a les visages gravés sur la roche. Donc on va dire qu'il y a George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson. Je pense que c'est pas plutôt pour les présidents des États-Unis, c'est plutôt de ceux qui ont révolutionné l'économie américaine. Je pense que c'est ça. George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson et pas Benedict Arnold. Mais il y a un autre, mais je ne sais plus, putain. Attendez. John Hancock, peut-être? Ouais, John Hancock. Donc George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson. Allez, je l'ai dit. John Hancock. Ouais, John Hancock, pardonnez-moi. Voilà. Je pense que j'ai été droit au but et que j'ai été au-delà des précisions. Et que ça s'arrête ici. Donc ce match-là, c'est 3,70. Et que ça s'arrête là, et que je décide de m'arrêter ici. Donc les matchs là ensemble, 4,5. Et que maintenant, j'ai plus qu'au dernier à terminer pour l'instant. C'est le All-Star Weekend nuit 1, numéro 11, quoi. Enfin, numéro 11 de All-Star Weekend, mais nuit 1. En Blu-ray, bien sûr. Et que moi, j'en ai fini. Donc, c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous savez vraiment ce qu'il vous reste à faire. Au moins, likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Bon, voilà, je vous laisse. Allez. Bye bye tout le monde.